Abandonnée à son sort, la petite fille pleurait sous les arbres, pieds nus, le corps couvert d'échymoses, oubliée de tous. Mais le chasseur Comanche qui la trouva n'avait pas prononcé une seule parole depuis des années. Ce qu'il fit ensuite changea tout. Le vent du Texas hurlait comme les crocs d'un loup, transperçant le tissu déchiré de la robe de Maggie Denille tandis qu'elle trébuchait dans les broussailles cassantes. Ses pieds nus, engourdis par le froid, ne sentaient même plus les épines qui s'enfonçaient dans sa peau tendre. À seulement 8 ans, elle connaissait déjà trop bien le goût de l'abandon aussi intime que celui de ses larmes salées, qui ne coulaient plus depuis des heures. « Maman » murmura-t-elle dans l'air glacé. Sa voix se perdit dans la plainte du vent qui balayait les branches nues. Margaret Elizabeth Denille Maggie pour sa mère, la bâtarde pour son beau-père portait sur ses petites épaules le poids d'une solitude qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. La gourde que Jed, son beau-père, lui avait jetée avant de partir, cognait contre sa hanche à chaque pas chancelant. Elle entendait encore ses dernières paroles, prononcées avec cette cruauté qu'elle redoutait plus que ses poings, « Tu la rejoindras bientôt ». Il parlait de sa mère, bien sûr cette femme qui avait craché du sang pendant des semaines, tandis que Jed noyait sa colère et son mépris dans l'alcool, jurant contre l'argent, gaspillé, en médicaments. Maggie s'arrêta près d'un arbre squelettique, ses branches tendues vers le ciel comme des doigts implorants. Le tronc, fendu, ravagé par la foudre ou la sécheresse, restait debout, obstiné, abîmé comme elle. Elle s'effondra contre l'écorce rugueuse, sentant les aspérités griffer son dos meurtri. C'est ici, pensa-t-elle, étonnée par la clarté soudaine de cette idée. C'est ici que tout se termine. La petite fille qui avait autrefois couru dans les jardins de la maison de son père biologique, qui avait appris à lire dans des livres reliés de cuir et rêvait de devenir institutrice, s'enroulait maintenant en boule, les genoux serrés contre la poitrine, priant pour que la mort soit plus douce que la vie. Mais à des kilomètres de là, un autre cœur brisé battait encore, celui d'un homme qui connaissait intimement le langage du chagrin. Takoda avançait dans le paysage hivernal comme une ombre, ses mocassins ne produisant qu'un murmure sur la terre gelée. À 38 ans, son visage portait les cicatrices des pertes profondes des sillons creusés autour des yeux autrefois illuminés par les rires de sa fille, une bouche que le silence avait scellée depuis longtemps. Il chassait lorsqu'il aperçut le faucon à queue rousse. L'oiseau tournoyait au-dessus d'un territoire familier, mais son vol semblait différent, insistant. Les faucons ne volent jamais sans but, chaque mouvement, chaque cri a un sens. Takoda arrêta son cheval. Un frisson familier le parcourut, celui que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître. Enfant, elle lui disait en tressant des paniers, « Les esprits parlent, mais seuls ceux qui se souviennent comment écouter les entendent. » Takoda n'avait plus entendu grand-chose depuis 2 ans. Depuis qu'un colon ivre avait tiré une balle dans la poitrine de sa fille Anna, 7 ans, alors qu'elle jouait près de la rivière. Depuis que sa femme, Uyana, s'était lentement consumée de chagrin, jusqu'à disparaître un matin de printemps, ne laissant derrière elle qu'une couverture vide et l'écho de berceuse qu'elle ne chanterait plus jamais. Mais le faucon criait encore, et quelque chose en lui, qu'il croyait mort, se réveilla. Il dirigea son cheval vers l'ouest, suivant les cercles de l'oiseau. Le paysage devenait de plus en plus sauvage, s'éloignant des sentiers empruntés par les colons, pénétrant dans une terre que beaucoup évitaient, un territoire sans loi, redouté des Blancs comme des Comanches. Un lieu où les fantômes pouvaient marcher en paix. Le soleil déclinait lorsqu'il la vit. D'abord, il crut à un tas de chiffons abandonnés au pied d'un arbre mort. Puis il distingua des cheveux blonds et sales, un frémissement à peine perceptible de petites épaules. Une fillette blanche. Pas plus vieille qu'eux. Anna aurait eu son âge. Il s'approcha lentement, les mains visibles, bien qu'il doutât que la petite ait encore la force de fuir. Elle était consciente, à peine. Ses yeux bleus fixaient l'horizon, comme si elle avait déjà commencé à franchir le seuil du monde des esprits. « Petite » murmura-t-il en anglais, une langue qu'il parlait bien mieux que ne l'imaginait la plupart des Blancs. « Tu m'entends » Les yeux de Maggie se tournèrent vers lui. Ils ne reflétaient aucune peur. Juste une résignation si déchirante qu'elle brisa quelque chose dans le cœur de Takoda. Il avait déjà vu ce regard. Dans les yeux d'animaux blessés, épuisés. Dans le visage éteint de sa femme, les dernières semaines. « Je devrais partir, pensa-t-il. Ce n'est pas mon affaire. Les Blancs s'occupent des leurs, comme nous des nôtres. » Mais alors, la fillette parla. Sa voix était un souffle brisé. « Tu viens pour m'emmener auprès de maman ?» Et Takoda sut qu'il ne pouvait pas partir. Pas cette fois.
Il retira la lourde couverture de bison de ses épaules et l'enroula autour le petit corps tremblant. Maggie ne protesta pas quand il la souleva. Elle pesait moins qu'un enfant nouveau-né, ses os si fragiles qu'ils semblaient prêts à se briser sous ses mains. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement, bien qu'il sache que les mots des adultes avaient perdu tout sens pour elle. Alors, il se mit à fredonner. Une vieille mélodie, que sa mère lui chantait, une chanson de refuge, de paix. Tandis qu'il marchait vers son cheval avec l'enfant dans les bras, il jeta un dernier regard à l'arbre où elle gisait. Les premières étoiles parsemaient déjà le ciel violacé. Le vent s'était tu. Pour la première fois depuis 2 ans, le silence ne ressemblait plus à une tombe. Son refuge d'hiver n'était qu'à 1 heure, dissimulé dans une vallée qu'il connaissait depuis l'enfance. Là-bas, il pourrait réfléchir à ce qu'il ferait de cette charge inattendue. Car c'est ce qu'elle représentait, n'est-ce pas? Une charge. Une complication dangereuse dans une vie qu'il avait voulu réduire à l'essentiel. Mais alors que Maggie s'accrochait à son torse, respirant comme quelqu'un qui lutte pour rester ici-bas, Takoda sentit renaître en lui quelque chose qu'il pensait avoir définitivement perdu. Un sens. Une raison. Le faucon à queue rousse les accompagna un moment, planant en silence au-dessus d'eux, avant de disparaître dans l'obscurité croissante. Sa mission était accomplie. Dans le refuge adossé à la colline, protégé du vent, Takoda alluma un feu et prépara une couche chaude. Maggie n'avait pas parlé du trajet, mais ses yeux suivaient chacun de ses gestes avec une attention qui le troublait. Le regard de quelqu'un qui avait compris que survivre dépendait de la capacité à anticiper le prochain coup, la prochaine trahison. Pendant que l'eau chauffait pour infuser une tisane de saule pour faire tomber la fièvre qui commençait à la consumer, Takoda l'observa pour la première fois avec attention. Sa robe avait autrefois appartenu à une fillette de bonne famille, fille de commerçant probablement, mais elle était maintenant en lambeaux, tachée de sang séché. Ses chaussures avaient disparu depuis longtemps, laissant ses pieds gonflés et écorchés. Mais c'étaient ses yeux qui le bouleversaient le plus. Des yeux trop vieux pour un visage si jeune. Les yeux de Maggie étaient chargés d'une douleur que nul enfant ne devrait connaître. « Que t'a-t-on fait, petite ?» se demanda Takoda en lui tendant une tasse de thé tiède. Elle l'accepta sans poser de questions, avec cette hâte silencieuse propre à ceux qui ont appris à ne jamais refuser un geste de bonté, d'où qu'ils viennent. Cette nuit-là, tandis que Maggie dormait, levée dans des pots près du feu, Takoda s'assit au seuil de son abri et leva les yeux vers les étoiles. Le froid s'intensifiait. Bientôt, la neige viendrait, apportant avec elle l'isolement qu'il avait tant recherché après ses pertes. Mais désormais, il ne serait plus seul. Dans son sommeil, Maggie bougea, agitée, murmurant des mots que Takoda ne comprit pas. Sa petite main se serra en un poing fermé, comme si elle luttait contre des coups qui n'existaient que dans ses cauchemars. Une rage familière l'envahit alors. Pas celle, brûlante et sauvage, qu'il avait consumée après la mort d'Anna. Non, une colère plus froide, plus précise. Quelqu'un avait abandonné cet enfant, décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Ils avaient tort. Alors que les premiers flocons de neige, épais et silencieux, recouvraient la terre et effaçaient les traces de leur arrivée, Takoda prit une décision qui allait bouleverser leurs 2 existences, elle ne partirait pas. Pas encore. Sa solitude s'était éteinte. Et peut-être ce qu'il allait découvrir en retour en vaudrait la peine. Les flocons tombaient toujours à l'aube lorsqu'il se réveilla. Le monde semblait suspendu dans un silence absolu. Il pouvait entendre la respiration irrégulière de l'enfant, de l'autre côté de la pièce. Il ajouta une bûche au feu, veillant à ne pas faire de bruit. Maggie n'avait pas bougé de la nuit. Un sommeil profond, réparateur, ou inquiétant. Ce n'est que lorsque le soleil était déjà haut que la fillette remua doucement sous les peaux. Ses paupières papillonnèrent à la lumière pâle qui perçait par l'ouverture du refuge. La confusion couvrit son visage, un instant d'effroi, mais lorsqu'elle croisa le regard de Takoda, une ombre se dissipa en elle. Où, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Sa gorge était sèche, irritée par le froid et le manque d'eau. « Tu es en sécurité » murmura Takoda en s'approchant, les mains ouvertes, tenant une gourde remplie d'eau tiède. « Bois doucement. » Maggie la saisit à 2 mains, tremblant autant de froid que de prudence. Chaque gorgée était comme un trésor qu'elle craignait de voir disparaître. Takoda reconnut cette faim dissimulée. Il l'avait vue dans les yeux d'animaux blessés, de prisonniers, de survivants. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il une fois qu'elle eut bu. « Maggie » chuchota-t-elle. Puis,
comme si quelque chose refaisait surface en elle, Margaret Elizabeth DeNil. « Je suis Takoda, répondit-il. C'est ici mon abri pour l'hiver. » Le regard de Maggie parcourut la pièce, les murs en pierre, les pots savamment disposés, les ustensiles sculptés suspendus à des crochets. Chaque objet semblait à sa place, utile, simple. Un foyer, pensé avec soin. « Tu vas me ramener là-bas » demanda-t-elle enfin. Dans sa voix, il n'y avait pas vraiment de peur. Plutôt une résignation. Une fatigue trop grande pour ses 8 ans. Là-bas, répondit Takoda. Il connaissait déjà la réponse. J'ai dit que j'allais mourir. Comme maman. Il a dit qu'il ne pouvait pas me garder. Takoda retint ce nom. J'ai. Il sentit la colère se figer dans son ventre. Cet homme avait laissé une enfant seule, condamnée. Seule dans le désert. Je n'ai pas ici, dit-il simplement. Et tu ne mourras pas. Pas si je peux l'empêcher. Les jours suivants prirent un rythme nouveau. Takoda, habitué à la solitude, redécouvrait ce que c'était que de prendre soin de quelqu'un. Maggie se réveillait toujours après lui. Elle mangeait sans se plaindre, bien que ses yeux s'émerveillèrent le jour où il lui prépara un ragoût de lapin aux herbes. Elle observait tout avec une concentration intense, presque déconcertante. Mais ce n'était pas de la peur, comprit-il. C'était une soif d'apprendre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle le 3e jour, en désignant des plantes séchées. « Des plantes médicinales, pour soigner tes pieds. »« Comment tu sais lesquelles utiliser ?»« Ma grand-mère me l'a appris. »« Et sa grand-mère avant elle. » Il hésita. « Ta mère, elle connaissait les plantes ?» ?»« Un peu. Elle avait un jardin, avant Jed. Elle cultivait des fleurs. Des roses. Elle sentait bon. Tu aimais l'aider ? Oui, répondit Maggie, avec un sourire fugace, presque invisible, mais sincère. Mes mains étaient toujours sales. Elle disait que la bonne terre laissait de bonnes traces. Takoda sentit son cœur se serrer. Cette femme avait su transmettre une sagesse douce. Cette nuit-là, tandis que Maggie dormait, il fit ce qu'il n'avait plus osé faire depuis la mort d'Anna. Il tressa un petit talisman, fait de cuir souple et de perles d'os. Il y ajouta une mèche des cheveux dorés de Maggie. Dans sa culture, le cheveu portait l'esprit. En l'incluant dans ce talisman, il faisait un geste silencieux mais puissant, elle appartenait ici. Le 5e jour, alors qu'il lui enseignait à reconnaître les plantes, elle demanda enfin. Pourquoi ? Il savait ce qu'elle voulait dire. Pourquoi tu m'aides ? Je disais, que les gens comme toi détestent les gens comme moi. Il s'immobilisa. Cette question, il l'avait redoutée. J'ai se trompé sur bien des choses, dit-il enfin. La haine est un choix. Comme la bonté. Et toi, tu ne me détestes pas ? Non, dit-il avec fermeté. J'ai eu une fille, autrefois. Elle s'appelait Anna. Et elle ? Elle est morte. Un homme blanc l'a tuée. Il avait peur, d'une enfant de 7 ans qui cueillait des fleurs au bord d'une rivière. Un silence épais les enveloppa. Je suis désolé, murmura Maggie. Moi aussi. Pour ta mère. À cet instant, quelque chose se brisa entre eux. Ou plutôt, quelque chose s'ouvrit. Maggie le regarda pour la première fois non comme un danger, mais comme quelqu'un qui comprenait le langage du chagrin. Cet après-midi-là, il l'emmena sur un promontoire d'où l'on pouvait voir toute la vallée. Le monde, couvert de neige, s'étendait comme une mer de silence. « C'est à toi » demanda-t-elle. « Personne ne possède la terre. Mais, ce lieu me connaît, et je le connais. Est-ce que, je peux le connaître aussi ?» Une question simple. Mais il comprit ce qu'elle demandait vraiment. « Oui » dit-il doucement. « Tu peux. » En redescendant, ils croisèrent un troupeau de cerfs. Les bêtes les observaient sans crainte. Maggie s'arrêta, émerveillée. Ils sont magnifiques. Oui. Et libres. Tu crois que je pourrais être libre, moi aussi ? Tu le es déjà, répondit-il. Il te faut juste le temps pour t'en souvenir. Cette nuit-là, il attacha le talisman autour de son cou. Elle ne se réveilla pas. Mais sa respiration devint paisible. Elle ne murmura plus. Ne se débattit plus contre ses cauchemars. Takoda regarda le feu danser. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une émotion oubliée.
L'espoir. Cet enfant brisé était arrivé dans sa vie comme un signe. Et il avait répondu. Il ignorait ce que l'avenir leur réservait. Mais pour la première fois depuis 2 ans, il avait une raison de se lever chaque matin. Le vent s'était levé à nouveau. Mais il ne portait plus le gémissement du passé. Il murmurait une promesse. Et c'est alors qu'il l'entendit. Des sabots de chevaux, là-bas, dans la nuit. Pressé. Déterminé. La paix allait être mise à l'épreuve. Mais cette fois, il n'était plus seul. Le silence hivernal pesait sur les collines, interrompu seulement par les pas prudents de Takoda. Quelque chose changeait. Il le sentait. Une force invisible se mettait en mouvement autour de Maggie, une sorte de destin ancien prêt à être mis à l'épreuve. Il s'approcha de l'entrée de son abri, tendit l'oreille. Les sabots s'éloignaient, mais il savait qu'il reviendrait. Il revenait toujours. Il jeta un coup d'œil vers la fillette, roulée dans une couverture près du feu. Ses petites mains étaient détendues pour une fois, ses paupières fermées sans crainte. Takoda serra les poings. Quiconque oserait la réclamer devrait d'abord le traverser. L'isolement qu'il s'était imposé depuis des années venait de prendre fin. Sa solitude céderait désormais la place à une lutte plus grande. Et elle venait juste de commencer. À plusieurs kilomètres de là, l'homme dont il avait entendu les pas poursuivait sa mission avec la précision d'un chasseur expérimenté. Elias Pruet n'était pas un vagabond, mais un expert dans l'art de retrouver les disparus, transformant les douleurs familiales en profits bien calculés. À 45 ans, il avait compris que les êtres humains laissent derrière eux des empreintes invisibles pour la plupart, mais lisibles pour qui sait les interpréter. Son cheval trottait sans hâte. Il savait qu'une piste, pour peu qu'on sache la lire, ne ment jamais. Dans sa sacoche de cuir, un avis de recherche. Le visage d'une fillette, les cheveux blonds, les yeux clairs, une expression bien trop grave pour son jeune âge. En dessous, imprimé en lettres noires, récompense, $500. Margaret Elizabeth d'Anguille, 8 ans. Disparue depuis 3 semaines près de Cedar Creek. Ce que le document ne mentionnait pas, c'était que l'homme ayant signalé la disparition avait attendu 2 longues semaines avant d'avertir les autorités. Ou que sa version des faits d'une disparition durant un orage ne tenait pas face aux témoignages des voisins. Mais Pruet n'était pas payé pour juger les hommes. Il était payé pour les résultats. Et le grand-père paternel de la fillette avait été clair, il voulait sa petite-fille, vivante, et rapidement. Maury Ellie tenait une boutique de troc sur le bord du monde. Sa cabane, solitaire et robuste, se dressait là où les sentiers civilisés s'effaçaient dans le territoire comanche. Elle avait choisi cet endroit stratégique, assez proche pour commercer, assez éloigné pour qu'on ne pose pas de questions gênantes sur ses fréquentations. Quand Pruet frappa à sa porte ce soir-là, le froid s'infiltrait jusque sous les planches. Maury, agenouillée près du feu, classait des peaux de castor. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. C'était sa façon d'évaluer un visiteur, par sa voix, sa posture, son souffle. Madame Ellie, lança Pruet en retirant son chapeau avec un respect trop étudié pour être sincère. Elias Pruet, agent de récupération. Je me demandais si je pouvais vous emprunter quelques minutes. Elle leva enfin les yeux. Ce sourire, elle le connaissait. Trop poli, trop brillant. Celui des vendeurs d'illusions et des politiciens de frontières. Ses habits, bien que poussiéreux, restaient trop propres pour un cavalier solitaire. Son revolver semblait faire partie de lui, porté comme un outil de travail quotidien. Ça dépend de ce que vous cherchez, répondit-elle en s'essuyant les mains. J'ai des pots pour le commerce. Mais si c'est de l'information que vous voulez, ça coûte plus cher. Pruet rit, une fausse chaleur dans la voix. Direct, j'aime ça chez une femme d'affaires. Il sortit la fiche de sa veste et la lui tendit. Je cherche cet enfant. Disparu il y a quelques semaines. Sa famille s'inquiète naturellement. Maury examina le papier. Le visage de Maggie la fixait, figé dans une esquisse trop fidèle. Il y avait dans les yeux dessinés une tristesse inacceptable chez une enfant. Une vérité crue que même l'artiste avait perçue. Quel genre de famille attend 3 semaines pour lancer des recherches, demanda-t-elle d'une voix neutre. Du genre à espérer qu'elle rentrerait d'elle-même, répondit Pruet sans hésiter. Le beau-père pensait qu'elle avait fugué et qu'elle reviendrait affamée. Mais par ici, le territoire est traître. Vous pensez qu'elle est encore en vie? J'ai des raisons de l'espérer. Il fit un pas vers elle, baissant la voix comme s'il livrait un secret.
Un commerçant affirme avoir vu un cavalier Comanche près de Cedar Creek, portant quelque chose d'enveloppé. Ça correspond à la période. Un frisson glacé remonta dans la nuque de Maury. Elle connaissait ce cavalier. Il n'y avait qu'un seul Comanche dans ces parages dont la silhouette pouvait correspondre à cette description. Mais elle ne laissa rien paraître. Les Comanches sont en paix ici, dit-elle calmement. Pourquoi prendrait-il une enfant blanche? Qui peut comprendre leur motivation? Rétorqua Pruet. Peut-être une vengeance, peut-être autre chose. Mon travail, c'est de suivre les pistes. Et si vous la trouvez? Elle rentre chez elle. Son grand-père est impatient. Un homme avec beaucoup de ressources. Le mot ressources avait un goût amer dans la bouche de Maury. Elle en avait vu, des familles brisées, où l'argent servait de vernis sur des traumatismes bien plus profonds. Je n'ai vu aucun enfant, répondit-elle fermement. Et mes relations avec les Comanches sont pacifiques. Je doute qu'ils aient eu une raison de prendre quelqu'un. Pruet la regarda un long moment. Puis il sourit, cette fois sans chercher à dissimuler la menace dans son regard. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose. $500 pour toute information menant à sa récupération. C'est une somme rondelette par ici. En effet, admit-elle sans broncher. Je resterai dans le village quelques jours, le temps d'épuiser les pistes locales. Il remit son chapeau. Merci pour votre temps, Madame Ellie. Je suis sûr que nous nous reverrons très bientôt. Elle resta debout longtemps après son départ, fixant l'horizon où la silhouette de l'homme s'éloignait. Puis elle se dirigea vers l'écurie, le cœur lourd. Il était temps de parler à Takoda, et cela ne pouvait attendre le lever du jour. Takoda était en train de faire cuire un ragoût lorsque le bruit du cheval de Maury fendit la nuit. Maggie leva les yeux de son petit panier d'osier, une activité que Takoda lui avait enseignée pour occuper ses mains et calmer son esprit. Il lui caressa la tête. « Reste ici », murmura-t-il. Elle hocha la tête, confiante. En quelques semaines, elle avait appris à lui faire confiance sans poser de questions. Maury descendit de cheval avant même que celui-ci ne s'immobilise. « Takoda, dit-elle sans préambule, nous avons un problème. » Il l'emmena un peu à l'écart, hors de portée d'oreille de la fillette. Elle lui raconta tout. La visite de Pruet, ses questions, et ses silences. Quand elle eut fini, Takoda resta silencieux. « Tu connais cet homme » finit-il par demander. De réputation, oui. Elias Pruet n'est pas seulement un chasseur de primes. Il est doué. Et il ne lâche jamais une piste. Maury hésita, puis ajouta. Takoda, cette petite, c'est Margaret d'Anguille. Il ne répondit pas. Mais son regard suffisait. Bon sang, souffla Maury. Tu sais ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle était seule? Son beau-père l'a abandonnée après la mort de sa mère. J'ai Harmon. Quand Takoda acquiesça, Maury cracha au sol. Ce lâche n'aurait jamais dû avoir un enfant sous sa garde. Elle posa une main sur le bras de Takoda. Mais écoute-moi bien. Le grand-père a de l'argent. Des relations. Si Pruet te trouve avec elle. Peu importe la vérité sur Jay. Ils verront un Comanche avec une enfant blanche. Takoda sentit la rage familière, froide, glaciale, s'installer dans sa poitrine. Et que suggères-tu? Que je la livre à des hommes qui la traitent comme une marchandise. Je te demande de réfléchir. Pruet est plus qu'un danger. C'est une tempête qui avance. Et elle vous a déjà trouvé. Depuis l'abri de fortune, le son d'une toux sèche fendit l'air, celle de Maggie. Une toux persistante, née du froid mordant qu'elle avait enduré avant d'être trouvée. Ce simple bruit suffit à faire se raidir les deux adultes. Elle est malade, dit Takoda d'un ton grave. À quel point, demanda Morin. Pas encore gravement. Mais elle est restée exposée trop longtemps. Son corps peine encore à se remettre. Morin ferma les yeux un instant, secoué par l'angoisse. Si Pruet la découvre dans cet état, il dira que tu la maintiens malade volontairement. Il trouvera le moindre prétexte pour justifier de la reprendre. Takoda détourna le regard, ses mâchoires contractées. Alors il ne doit pas la trouver. Tu ne pourras pas fuir éternellement, tac. Et si tu t'enfonces plus profondément encore sur les terres Comanches, ta propre tribu pourrait ne pas comprendre pourquoi tu mets leur sécurité en péril, pour une petite fille blanche. Un silence pesant s'installa. Les options se refermaient sur lui comme un piège.
Chaque voie menait au même destin, perdre Maggie ou mettre en danger ceux qu'il aimait. Il existe peut-être une autre issue, murmura Morin. Mais elle exigera que tu me fasses confiance. Laquelle? Laisse-moi parler à mon frère, au village. Il est juge de paix. Il ne pourra pas s'opposer à un agent fédéral, mais peut-être pourra-t-il ralentir les choses, gagner du temps, le temps que la vérité sur Jed éclate. Takoda la fixa longuement. Et tu risquerais ta propre sécurité pour ça? Morin soutint son regard. Cet enfant me rappelle ma fille. Sarah. Je l'ai perdue d'une pneumonie il y a 3 ans. Je ne peux pas ramener Sarah. Mais peut-être que je peux sauver Maggie. Depuis l'intérieur de l'abri, la voix de la petite résonna faiblement. Takoda? Est-ce que tout va bien? Il tourna les yeux vers elle, puis revint à Morin. Combien de temps te faudrait-il? 1 semaine, peut-être 2, si j'ai de la chance. Alors tu as 1 semaine, dit-il enfin. Mais Morin, si tout cela tourne mal. Je sais. Mais certaines choses valent le risque. Morin s'éloigna à cheval, et Takoda retourna à l'intérieur. Maggie l'attendait près du feu, le visage inquiet. Qui c'était? Demanda-t-elle. Une amie, répondit-il en s'asseyant à ses côtés. Quelqu'un qui veut nous aider. Maggie l'observa longuement, avec cette acuité troublante qu'elle avait développée. Il y a des problèmes? Il songea à lui mentir, à la protéger de la tempête à venir. Mais il savait désormais qu'elle était plus forte qu'elle en avait l'air, et que les mensonges, même bienveillants, faisaient parfois plus de mal que la vérité. Des hommes te cherchent, finit-il par dire. Ils veulent te ramener. Le visage de Maggie se figea. Retourner chez Jed? Non. Chez ton grand-père paternel. Je ne le connais pas, murmura-t-elle. Je n'ai jamais connu la famille de mon père. Peu importe. Pour eux, tu es une héritière. Tu as une valeur légale. Maggie se recroquevilla sous les peaux, mais sa voix resta ferme. Tu vas me livrer? Non, dit Takoda. Et dans ce mot, il mit toute la force d'un serment sacré. Pas tant que je respirerai. Cette nuit-là, pendant que Maggie dormait, Takoda veilla devant l'entrée de l'abri, son fusil en travers des genoux. L'odeur de la neige flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus sombre, un pressentiment. Sa vie, si soigneusement reconstruite après la douleur, était sur le point de voler en éclats. Mais cette fois, il ne resterait pas immobile. Cette fois, il se battrait. Au lever du jour, voyant Maggie lutter contre une fièvre qui empirait, Takoda comprit qu'il n'avait plus le choix. Il commença à rassembler ses affaires. Où va-t-on? Demanda Maggie d'une voix faible. Voir ma famille, répondit-il. Il y a là-bas quelqu'un qui peut t'aider à guérir. Elle acquiesça sans protester, mais ses yeux trahissaient l'anxiété. Elle s'était habituée à l'abri, à sa présence. L'idée d'affronter des inconnus, même appelés famille, la terrifiait. Et si, ils ne m'aiment pas? Chuchota T.L. Ils t'aimeront, dit-il avec plus de certitude qu'il n'en avait. Mais Maggie, mon peuple a beaucoup souffert des Blancs. Certains auront peur. D'autres seront en colère. Mais aucun ne te fera de mal. Je ne le permettrai pas. Le voyage jusqu'au camp prit presque toute la journée. Maggie était blottie contre lui sur le cheval, somnolent, se réveillant par moments pour observer le paysage changer. En approchant du territoire sacré de sa tribu, Takoda sentit se réveiller ce mélange de douleur et d'appartenance qui l'habitait à chaque retour. Ce furent les enfants qui les virent les premiers, criant dans l'air froid. Tak est de retour. Takoda est revenu. Mais les voix se turent en apercevant l'enfant blanche dans ses bras. Nokoni, frère de son père, sortit de son tipi. À 55 ans, il portait sur son visage les traces des épreuves surmontées. Ses yeux d'aigle allèrent immédiatement de Takoda à la fillette. Mon neveu, dit-il simplement, mais dans ce mot résonnaient des années de silence et de reproche. Mon oncle, répondit Takoda en descendant avec précaution du cheval. J'ai besoin de tes conseils. Et elle, de ta guérison. Un cercle se forma autour d'eux, mêlant curiosité et hostilité. Tak reconnut des visages, mais aussi les lignes de souffrance creusées par 2 années d'absence. C'est ta fille? Lança une voix. Anna, sa cousine, celle qui portait le nom de sa propre fille disparue. Elle l'est maintenant, répondit-il avec fermeté.
Je l'ai trouvée mourante, abandonnée par les siens. Les Blancs abandonnent ce qui ne leur sert plus, murmura quelqu'un. Pourquoi devrions-nous porter leurs déchets? Nokoni leva la main. Le silence se fit aussitôt. Emmenons-la à l'intérieur. Elle est malade. Le froid n'arrange rien. On parlera après. Le tipi de Nokoni, orné de symboles ancestraux, était le plus grand du camp. Takoda y avait passé tant d'heures, jeune, à écouter les récits et les chants. Aujourd'hui, il avait peur d'y revenir avec Maggie. Itzel, la guérisseuse, les attendait déjà. Ses mains ridées surexaminèrent Maggie avec une efficacité qui rassura Takoda. La fillette ne protesta pas, suivant chaque geste avec des yeux prudents. Fièvre des poumons, déclara Itzel après quelques minutes. Pas encore critique, mais sans soin, ça empirera. Elle a été sous-alimentée. Tu peux la soigner? Oui. Mais il faudra du repos, et beaucoup de soins. Elle se tourna vers Maggie. Il faudra du courage, petite. Les remèdes ont un goût affreux, mais ils te rendront forte. Maggie hocha la tête. Je ferai ce qu'il faut. Itzel sourit. Un vrai sourire. Bonne fille. Maintenant, dors. Quand tu te réveilleras, on te préparera une soupe qui guérira ton corps et ton cœur. Tandis que Maggie dormait, veillée par la guérisseuse, les hommes se rassemblèrent autour du feu du camp. La conversation que Takoda redoutait depuis le départ allait enfin commencer. Explique-nous, dit Nokoni d'une voix ferme, sans détour. Comment cette enfant blanche est-elle venue sous ta protection? Takoda prit une profonde inspiration et raconta tout. Depuis le moment où le faucon l'avait conduit jusqu'à Maggie, recroquevillé sous un arbre mort, jusqu'à l'arrivée de Morin avec des nouvelles troublantes, un chasseur de primes se rapprochait. Quand il eut terminé, un silence dense et froid s'étira, comme une brume suspendue entre les visages tendus autour du feu. Les Blancs réclament toujours ce qu'ils considèrent leur appartenir, murmura Anna. Comme ils l'ont toujours fait. Comme ils l'ont fait quand ils ont pris nos terres, nos troupeaux, nos enfants. Celle-ci est différente, protesta Takoda, les poings serrés. Ce n'est qu'une enfant, pas une soldate. Et sa propre famille l'a abandonnée. Et cela ferait d'elle notre responsabilité, demanda un autre homme. Takoda, nous avons déjà trop perdu. Risquerais-tu la sécurité de nos familles pour une étrangère? Ce n'est pas une étrangère, répliqua Takoda d'une voix qui montait. C'est. Il s'arrêta, cherchant les mots pour exprimer ce qu'il ne comprenait lui-même qu'à moitié. Les esprits me l'ont envoyé. Comme ils m'ont envoyé le faucon. Nokoni le scruta d'un regard perçant. Tu penses que c'est une vision? Je crois, répondit Takoda dans un flot de paroles contenues depuis des semaines, que la mort d'Anna m'a préparé à la sauver. Je crois que ma fille me parle à travers elle. Et si je la remets à des hommes qui la traitent comme une marchandise, je trahirai tout ce que l'on m'a enseigné sur l'honneur et la protection. Le silence qui suivit était différent. Moins hostile. Plus réfléchi. J'ai eu des rêves, dit lentement Nokoni. Des rêves d'un arbre mort qui fleurit à nouveau, de faucons portant la médecine dans leur serre. Je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Il se tourna vers les autres. Les rêves vrais viennent 3 fois, et celui-ci est venu 3 fois. Mais il ajouta d'un ton grave. Même si les esprits nous ont envoyé cet enfant, il faut penser aux conséquences de la garder. Quelles conséquences? S'exclama Takoda. Les Blancs ne comprennent pas notre manière d'adopter. Ils ne verront pas une vie sauvée, mais une enfant volée. Et ils reviendront avec des soldats. Un bruit de tout s'éleva depuis le tipi de Nokoni, suivi de la voix douce d'Itzel parlant en comanche. Certains hommes sauraient dire. Elle apprend notre langue, fit remarquer l'un d'eux. Elle est vive, ajouta Takoda avec fierté. Elle pose des questions sur les plantes, les traditions, les histoires. Elle n'a pas peur d'apprendre. Et quand elle comprendra ce que nous disons de son peuple, demanda Ayana. Quand elle connaîtra la vérité sur ce que les Blancs nous ont fait? Alors, répondit Takoda, elle saura. Et elle pourra choisir elle-même quel genre de personne elle veut devenir. Cette nuit-là, alors que le campement s'installait dans le calme nocturne, Nokoni emmena Takoda près de la rivière. Ton cœur guérit, observa l'ancien. Je le vois à la manière dont tu parles d'elle, dont tu la protèges. Mais guérir ton chagrin ne doit pas mettre tout notre peuple en danger. Je ne vous demande pas de livrer mes batailles, répondit Takoda, seulement de comprendre pourquoi je dois les mener.
Et si on t'offrait un choix? Si tu pouvais la garder, mais à condition de vivre loin de nous? Takoda resta silencieux. Puis il dit lentement. Si c'est le seul moyen de la garder en sécurité, alors oui. Je m'attendais à cette réponse, dit Nokoni en posant une main sur son épaule. Demain, nous ferons la cérémonie d'adoption. La fillette recevra un nom Comanche. Elle sera officiellement l'une des nôtres. Et si les Blancs viennent, ils ne pourront plus la revendiquer comme un bien volé. Les autres accepteront-ils? Demanda Takoda. Certains résisteront. Mais j'ai parlé aux anciens. Les rêves ont été convaincants. Et Itzel dit que l'enfant a un esprit fort, qu'elle est à sa place ici. Elle ne se trompe que rarement. Quand ils revinrent au camp, ils trouvèrent Maggie éveillée, assise près d'Itzel, apprenant à tresser des perles selon des motifs traditionnels. Sa fièvre était tombée, et un peu de couleur était revenue à ses joues. Itzel m'apprend à faire un bracelet, dit-elle en voyant Takoda. Elle dit que chaque perle raconte une histoire. Et quelle histoire racontes-tu? Demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. Maggie leva le bracelet inachevé, pointant les perles bleues et blanches. C'est l'histoire d'une petite fille perdue dans une tempête. Mais un aigle l'a trouvée et l'a emmenée dans un endroit sûr. Takoda sentit un nœud lui monter à la gorge. C'est une belle histoire. Itzel dit que demain, je recevrai un vrai nom. Un nom qui signifie quelque chose d'important. Tu aimerais ça? Oui, répondit-elle simplement. J'aimerais appartenir à quelque part. Cette nuit-là, alors que le camp dormait, Takoda veilla près du feu, regardant Maggie dormir paisiblement pour la première fois depuis leur rencontre. Le lendemain, elle serait officiellement sa fille. Mais quelque part, Elias Pruet se rapprochait. La paix que Takoda avait commencé à bâtir autour de Maggie allait être mise à l'épreuve, d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. Mais pour la première fois en 2 ans, il ne l'affronterait pas seul. Son peuple avait accepté Maggie. Il faudrait désormais prouver que ce choix ne les détruirait pas. À l'aube, la cérémonie d'adoption commença. Le copal brûlait en volutes sacrées vers le ciel. Maggie, vêtue d'une robe en peau finement décorée, travaillée toute la nuit par les femmes du camp, semblait frêle mais digne devant le feu. Aoka, déclara Nokoni en posant les mains sur la tête de l'enfant. Celle qui ramena la joie à un cœur brisé. Le nom parut naturel dans la bouche de chacun, comme s'il avait toujours été le sien. Même ceux qui avaient d'abord protesté gardèrent le silence devant la façon dont Maggie et désormais Aoka participaient à la cérémonie avec respect et solennité. Mais la paix sacrée de ce matin fut brisée peu après midi, quand les éclaireurs arrivèrent au galop. Des cavaliers! Cria Chaska, bondissant de son cheval trempé de sueur. 3 hommes blancs armés, à moins d'1 heure. L'un porte une étoile de shérif. Ils viennent droit vers nous, ajouta-t-il. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. Le regard de Takoda croisa celui de Nokoni à travers la fumée. Ils comprirent. Pruet avait retrouvé leurs traces. Emmène Aoka dans le tipi des femmes, murmura Nokoni à Ethel. Et éloigne les enfants. Mais avant qu'Itzel ne bouge, une voix claire s'éleva. Non. Tous les regards se tournèrent vers la fillette. Celle qui tremblait encore de peur quelques jours plus tôt se tenait droite, les yeux ardents de détermination. Elle ressemblait douloureusement à la fille perdue de Takoda. S'ils viennent pour moi, continua Aoka, je ne dois pas me cacher. Ce ne serait pas juste de mentir pour moi. Petite, commença Itzel. Takoda m'a dit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on a peur, dit-elle, regardant Takoda droit dans les yeux. C'est vrai, murmura-t-il, le cœur gonflé à la fois de fierté et de terreur. Alors je resterai avec ma famille, dit-elle fermement. Mais Takoda, si ces hommes veulent te faire du mal pour m'avoir protégé. Il ne t'arrivera rien, la coupa-t-il, même s'il n'était pas certain de ses propres mots. Nokoni et moi leur parlerons, ajouta-t-il d'une voix plus assurée. Toi, reste avec celle qui t'aime. Reste près de moi. Elias Pruet pénétra dans le campement avec l'assurance méthodique qu'il avait toujours accompagnée dans sa vie, celle d'un homme convaincu que les lois des Blancs finiraient toujours par s'imposer, quel qu'en soit le lieu ou le contexte. Flanqué du shérif local, un homme vieillissant au regard fuyant et d'un jeune adjoint visiblement nerveux, il dirigea son cheval droit vers le centre du cercle défensif que les Comanches avaient formé. Ses yeux croisèrent immédiatement ceux d'Aoka, dressés entre Takoda et Nokoni, la tête haute, le regard brûlant d'un défi muet.
Un sourire s'étira lentement sur les lèvres de Pruet, celui d'un homme certain que ses efforts allaient enfin porter leurs fruits. Messieurs, déclara-t-il d'une voix qui se voulait solennelle, s'adressant à la fois aux Comanches et à ses compagnons d'armes, il semble que le mystère soit résolu. Nokoni s'avança d'un pas, chaque geste empreint de la dignité d'un chef ayant dirigé son peuple à travers des décennies de négociations tendues. Je suis Nokoni, chef de ce campement. Qu'est-ce qui vous amène sur ces terres sous traité, sans autorisation? Une affaire officielle, répondit Pruet en sortant un document de son manteau. J'ai ici un mandat pour la récupération de Margaret Elizabeth Dongill, une mineure portée disparue. Son regard se posa lentement, presque théâtralement, sur Ayoka. Je crois que nous l'avons retrouvée. Takoda fit un pas en avant, sa voix ferme, maîtrisée. Il n'y a ici aucune Margaret. Seulement Ayoka. Ma fille adoptive, selon les lois de notre peuple. Un rire sec s'échappa de la gorge de Pruet. Un son rugueux, tranchant, qui fit serrer les poings à plusieurs guerriers. L'adoption? Depuis quand les sauvages peuvent-ils adopter légalement une enfant blanche? L'insulte retentit comme une étincelle dans la paille sèche. Takoda sentit sa main glisser instinctivement vers son couteau, mais la voix grave et calme de Nokoni l'arrêta net. Choisis bien tes mots, homme blanc. Tu es sur notre terre, encerclé par nos guerriers. Les menaces ne t'aideront pas ici. Le shérif visiblement mal à l'aise tout sauta nerveusement. Écoutez, nous ne voulons pas de problème. Nous voulons simplement ramener la fillette auprès de sa famille. Sa famille? Répéta Ayoka, sa voix enfin brisée par l'émotion. Tu parles de Jed? L'homme qui m'a laissé mourir dans le désert? Pruet descendit de cheval lentement, gardant ses mains bien visibles, mais proches de sa ceinture. Je parle de l'homme qui te cherche désespérément, petite. Celui qui est malade d'inquiétude depuis ta disparition. Tu mens? Hurla Ayoka. Sa façade s'effondra soudainement. Il m'a dit que j'allais mourir. Il m'a dit que je devais rejoindre maman. Il voulait ma mort. Les enfants interprètent souvent mal les paroles des adultes, surtout lorsqu'ils sont en détresse, répondit Pruet d'un ton doucereux, bien que ses yeux demeurassent durs comme l'acier. Surtout lorsqu'ils sont influencés par certains éléments. La sous-entendue était limpide, les Comanches avaient perverti l'esprit de la fillette. Assez, grogna Takoda d'une voix presque inaudible tant elle était chargée de menaces. J'ai entendu assez de mensonges. Des mensonges? Ricana Pruet, se tournant vers lui avec agressivité. Parlons-en, justement. Tu as dit à cet enfant que son beau-père l'avait abandonné? Tu lui as bourré le crâne d'histoires sur sa propre famille. Je lui ai dit la vérité. La vérité? Selon un sauvage qui enlève des enfants blancs? Cette dernière attaque franchit la limite. Takoda bondit en avant, mais Ayoka s'interposa entre les deux hommes avec une fougue qui laissa tout le monde figé. Ne traite pas mon père de sauvage. Cria-t-elle, les yeux rivés dans ceux de Pruet avec une colère démesurée pour son frêle corps. Il m'a sauvé quand ta famille m'a laissé mourir. Il m'a donné un foyer quand les miens m'ont jeté comme un déchet. Petite, tenta Pruet, tentant de reprendre le contrôle. Tu es perdu, influencé. Je ne suis pas perdu, répliqua Ayoka. Elle se tourna vers le shérif, s'adressant à lui directement. Monsieur le shérif, vous avez l'air d'un homme juste. Pourquoi ne pas demander pourquoi Jed a attendu 2 semaines avant de signaler ma disparition? Pourquoi ne pas interroger les voisins? Le shérif détourna le regard, visiblement gêné. Eh bien, Parce que vous savez que vous découvririez la vérité, poursuivit Ayoka. Jed Harmon m'a emmené dans le désert. Il m'a dit que j'avais coûté trop cher en médicaments pour maman. Il m'a dit que j'étais un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Les récits d'enfants, commença Pruet. Ce ne sont pas que des récits. Lança une voix nouvelle. Tous les regards se tournèrent vers Morin Ellie, surgi de derrière un tipi, une sacoche en cuir à la main et une détermination implacable sur le visage. Morin? Gronda Pruet. Que fais-tu ici? Je m'assure que la vérité soit dite, répondit-elle en s'avançant vers le groupe. Shérif Morrison, j'ai ici des documents que vous devez voir. Elle sortit de la sacoche plusieurs feuillets. Des témoignages signés de 3 voisins qui ont vu Jed emmener la petite dans le désert. Et une déclaration du médecin de sa mère, confirmant que Jed a refusé de payer des traitements qui auraient pu lui sauver la vie. Pruet devint livide. Ces papiers n'ont aucune valeur légale. J'ai aussi ceci,
ajouta Morin en tirant une lettre d'une enveloppe. Une lettre que Jed a écrite au grand-père de Maggie il y a un mois, lui demandant quand il pourrait réclamer l'héritage de l'enfant. Le silence qui suivit fut glacial. Même l'adjoint, resté muet jusque-là, se tortilla sur sa selle. « C'est vrai ?» demanda le shérif à Pruet. « Vous étiez au courant ?» Pruet hésita trop longtemps. Son silence était un aveu. « Mon travail est de retrouver et ramener l'enfant. Les circonstances sont, disons, accessoires. » Accessoires, interrompit le shérif, la voix plus ferme. Surtout si cela implique de la confier à quelqu'un qui a tenté de la tuer. Il n'y a aucune preuve de tentative de meurtre. S'emporta Pruet. Abandon d'enfant, dit Noconi calmement. Dans vos lois comme dans les nôtres, c'est un crime grave. Pruet balaya du regard le cercle de visages désormais hostiles, cherchant désespérément une issue. Ses yeux se posèrent sur Ayoka, et une lueur cruelle passa dans son regard. Très bien, lâcha-t-il enfin. Peut-être que le beau-père n'était pas la meilleure option. Mais cet enfant a un grand-père, un homme respectable, prêt à lui offrir un avenir, une éducation, une place dans la société civilisée. Un grand-père qui n'a jamais cherché à la connaître jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle allait hériter de terre, répliqua sèchement Morin. Un homme capable de lui offrir mieux qu'une vie de sauvage sous une tente. Ce fut alors qu'Ayoka prit la parole, sa voix claire, assurée. « Et si je ne veux pas partir ? » « Tu n'as pas le choix, » répliqua sèchement Pruet. « Tu es mineur. » « J'étais mineur quand Jed m'a abandonné. J'étais mineur quand il a décidé que je ne valais pas le prix des médicaments. Mais aujourd'hui je suis Ayoka, fille de Takoda, sœur de ce peuple, et je choisis de rester. » Pruet bougea alors. Plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Sa main se dirigea vers son arme, non pas pour viser Takoda ou Noconi, mais directement Ayoka. « Cette discussion est terminée, grogna-t-il. La fillette vient avec. » Il n'eut pas le temps de finir. Takoda bougea comme un fauve. Son couteau sembla apparaître de nulle part, et avant que Pruet ne sorte complètement son arme, la lame était déjà posée contre sa gorge. « Touche à ma fille, » murmura Takoda, sa voix dangereusement basse. « Et ce sera la dernière chose que tu feras. » Le campement entier s'était figé. Et au milieu du silence, un nouveau souffle de respect et de peur se leva, non plus envers la loi écrite, mais envers la loi du cœur. Même le vent semblait avoir suspendu sa respiration. Tout était figé, figé comme le regard de Takoda, son couteau tendu vers Elias Pruet, le souffle de Yoka battant juste derrière lui. C'est finalement le shérif Morrison qui brisa le silence, d'une voix tendue mais résolue. « Monsieur Pruet, baissez votre arme. Maintenant. » La tension était palpable. Pruet hésita, les doigts crispés autour de la crosse. Mais lentement, contraint par la fermeté du ton, il obéit. Takoda garda la lame levée encore quelques secondes, puis recula lentement, se plaçant devant Ayoka, comme un rempart vivant entre elle et le monde. Noconi s'avança alors, digne, solide, chef jusqu'au bout de ses rides. « Shérif Morrison, je vous suggère de faire sortir cet homme de notre territoire. Il a violé nos lois, et les vôtres. » Le shérif acquiesça avec lenteur. Il se tourna vers Pruet, désormais blême. « Monsieur Pruet, vous êtes en état d'arrestation pour avoir proféré des menaces de mort envers une mineure. Vous n'avez pas le droit. » Hurla Pruet. « J'ai des droits. J'ai une ordonnance du juge. » Vous aviez une ordonnance, corrigea Morin calmement. Mais cela, c'était avant que vous menaciez une enfant devant témoin. Alors que le shérif et son adjoint traînaient Pruet loin du camp, celui-ci ne cessait de hurler, proférant des menaces, promettant vengeance, jusqu'à ce que le vent, enfin, engloutisse ses cris. Ayoka se tourna vers Takoda, les yeux grands ouverts, la voix à peine un souffle. « C'est fini ? » Pour l'instant, répondit-il. Puis, après une brève hésitation, il ajouta, parce qu'elle méritait la vérité. Mais d'autres viendront. Ce n'est pas vraiment terminé. Elle hocha la tête, sans panique. Juste cette sagesse déroutante qu'elle portait comme une seconde peau, trop grande pour son jeune âge. Alors, nous nous préparons pour leur venue ? Nous, répondit Takoda, surpris. Dans ce mot, il entendit sa décision. Pas celle d'une enfant cherchant refuge. Mais celle d'une jeune femme revendiquant sa place, son foyer, son peuple. Alors que le soleil déclinait sur le campement, que le ciel se teintait de pourpre et d'ocre, ils restèrent tous deux immobiles,
regardant l'horizon où d'autres défis les attendaient. Mais pour la première fois depuis la mort d'Anna, Takoda ne se sentait plus seul. Il avait une fille à protéger. Un peuple derrière lui. Et une cause pour laquelle se battre. C'était suffisant. Pour commencer. 3 mois plus tard, le printemps jaillit sur le territoire comme une promesse tenue. Les collines se couvraient de jeunes pousses vert tendres, les vallées se tapissaient de fleurs sauvages, et l'air portait l'odeur de la renaissance. Ayoka marchait aux côtés de Takoda sur le sentier qu'il connaissait par cœur, tenant entre ses mains un petit cèdre qu'ils avaient fait pousser ensemble durant les mois d'hiver. « Tu es sûr de vouloir faire ça » demanda doucement Takoda. « Oui » répondit-elle, la voix douce mais assurée. Itzel dit que planter quelque chose de bon là où quelque chose de mauvais s'est terminé, aide à guérir la terre et l'âme. Je veux que cet endroit ait un nouveau sens. L'arbre mort était toujours là. Ses branches nues, grises, s'entremêlaient avec de jeunes lianes. Et tout autour de son tronc fissuré, des fleurs sauvages avaient commencé à surgir. Des lupins bleus. Des pinceaux rouges. Des couleurs qui soufflaient la vie à un lieu autrefois marqué par le désespoir. Ayoka s'agenouilla au pied de l'arbre et, de ses petites mains sûres, commença à creuser la terre, douce et nourrie par les feuilles tombées des hivers passés. « Je pense souvent à maman » murmura-t-elle. Mais plus de façon triste. Plutôt, je me souviens des belles choses. De son jardin. Des histoires qu'elle me lisait avant de dormir. Takoda s'assit à ses côtés. Quel genre d'histoire? Des contes de princesses courageuses. Celles qui sauvaient les autres, pas celles qui attendaient d'être sauvées. Elle sourit, et dans ce sourire brillait une lumière nouvelle. Je crois qu'elle aurait aimé savoir que je suis devenue courageuse, à la fin. Tu l'étais depuis le début, souffla Takoda. Il te fallait juste un endroit où ta bravoure pouvait s'épanouir. Ayoka déposa délicatement le cèdre dans le trou, recouvrant ses racines avec soin. Est-ce que, tu regrettes parfois ta vie d'avant? Quand tu étais seul, sans personne à protéger. La question le surprit. Mais il connaissait Ayoka, elle ne posait jamais de questions sans raison. Parfois, je regrette sa simplicité, avoua-t-il. Mais pas la solitude. Et je ne regrette pas de m'être réveillé sans but. Aujourd'hui, j'en ai un. Je suis ton but? Tu en fais partie. Mais mon but, c'est aussi de t'aider à devenir celle que tu es destinée à être. Et tu fais la même chose pour moi, tu sais. Elle termina de planter l'arbre, recula, s'agenouilla et contempla le jeune cèdre, fragile mais dressé vers la lumière. J'ai encore quelque chose à faire, dit-elle. Elle sortit un morceau de papier plié de sa poche. Itzel m'a aidé à écrire une lettre à maman. En anglais et en comanche. Pour qu'elle comprenne, peu importe où elle est. Elle creusa un petit trou à côté du cèdre, y déposa la lettre, puis la recouvrit de terre et posa par-dessus une pierre plate rapportée du camp. Que lui as-tu dit? Demanda Takoda. Que, je la manque. Mais que je vais bien. Que j'ai trouvé une famille qui m'aime. Un endroit où je suis à ma place. Sa voix trembla. Et que j'espère, qu'elle est fière de celle que je deviens. Takoda sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais il n'en avait plus honte. Je suis certain qu'elle est fière, dit-il. Aussi fière que je le suis, moi. Ils restèrent là, en silence, observant les papillons venir butiner les fleurs autour du cèdre. Un silence paisible, habité. Puis, au loin, des sabots approchèrent. Leurs corps se tendirent. Mais ce n'était que Morin Ellie, rayonnante, qui apparut dans la clairière. Elle descendit de cheval avec un sourire qui n'avait cessé de s'élargir depuis les événements du procès. « Je pensais vous trouver ici », dit-elle en regardant le cèdre. « Magnifique travail, Ayoka. Cet endroit est déjà transformé. » « Des nouvelles » demanda Takoda. Les visites de Morin apportaient souvent des informations cruciales. « De bonnes nouvelles », confirma TL. Pruet a été condamné. Menace criminelle, conduite dangereuse. Et surtout, mon frère, le juge, a officialisé l'adoption selon les lois du territoire. Ayoka est légalement ta fille maintenant, peu importe ce que dira un grand-père perdu quelque part. Ayoka poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de Morin. Ça veut dire que personne ne peut m'emmener? Ils devront passer sur nos corps, répondit Morin en riant. Y compris sur le mien. Et Jed? Demanda Takoda. J'ai Harmon a quitté discrètement le territoire. Direction la Californie.
Apparemment, des créanciers voulaient lui parler de certaines irrégularités. Elle sourit avec une pointe de férocité. Il dépensait l'héritage d'Ayoka en attendant sa mort. Mon frère a transmis les preuves aux autorités compétentes. Takoda acquiesça. Parfois, la justice venait lentement. Mais elle venait. Et maintenant, demanda Ayoka. Takoda se tourna vers elle. Le soleil filtrait à travers les arbres. Le vent soulevait doucement les branches du jeune cèdre. Maintenant, on vit. Ensemble. Et dans les yeux de chacun brillait la certitude que tout, à partir de ce jour, allait être reconstruit, enraciné dans l'amour, dans la vérité, et dans la lumière. Morin avait pris un ton plus grave. D'autres familles arrivent dans la région, de bonnes familles, dans l'ensemble. Certaines ont commencé à s'intéresser au commerce avec ton village. Et puis, certaines posent des questions. Des questions sur moi, demanda Takoda en fronçant les sourcils. Oui. Sur l'homme Comanche qui a sauvé une fillette blanche et l'a élevée comme sa propre fille. Ton histoire circule, Takoda. Des gens veulent te rencontrer, en savoir plus sur toi, apprendre ce que tu sais. Ayoka, attentive, regardait alternativement les deux adultes. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, demanda-t-elle d'une voix douce. Cela pourrait être les deux, admit Takoda. Mais, je crois que c'est surtout une bonne chose. Cela signifie que, peut-être, lentement, les choses commencent à changer. Ce même après-midi, alors qu'ils rentraient au camp à cheval, ils s'arrêtèrent sur un promontoire qui offrait une vue dégagée sur toute la vallée. Au loin, des colonnes de fumée montaient des feux du camp Comanche. Mais il y avait aussi autre chose, des formes nouvelles, des constructions récentes. Une école à classe unique, un poste de commerce à mi-chemin entre le territoire Comanche et les colonies blanches, et les débuts hésitants d'une petite communauté qui, chose rare, semblait vouloir construire la paix. Vous savez ce que je veux faire plus tard? Lança soudain Ayoka. Takoda et Morin tournèrent la tête vers elle, en même temps. Quoi? Demandèrent-ils. Je veux devenir un pont, répondit-elle d'un ton pensif. Un pont entre le monde Comanche et le monde des Blancs. Je veux aider les gens à se comprendre, comme vous m'avez aidé à me comprendre moi-même. Takoda sentit son cœur gonfler d'une fierté silencieuse. Et comment ferais-tu cela? Demanda-t-il. Je pourrais enseigner, répondit-elle. Les enfants Comanches pourraient apprendre l'anglais et les mathématiques. Et les enfants blancs pourraient apprendre les plantes médicinales et nos traditions. Ou devenir marchande, proposa Morin, avec un clin d'œil complice. Comme moi. Tu pourrais aider les deux côtés à comprendre ce dont l'autre a besoin. Ou même guérisseuse, ajouta Morin, pensant à voix haute. Itzel dit que tu as un don. Je pourrais être plein de choses, sourit Ayoka. C'est ça qui est merveilleux. Le soleil, derrière eux, descendait lentement, jetant des reflets roses et dorés sur les collines. Et tous trois restèrent là un moment, en silence, contemplant la vallée en contrebande, ce territoire de possibles, de blessures en voie de guérison, d'enfants qui grandiraient peut-être dans un monde un peu moins dur que celui de leurs parents. Tu sais ce que j'aime le plus ici, dit Ayoka, la voix remplie de douceur. Quoi donc? Demanda Takoda. Que ça n'a pas d'importance ce que c'était avant, ni ce que les gens disaient que ça devait être. Ce qui compte, c'est ce que ce lieu devient maintenant. Et elle ne parlait pas seulement d'un endroit. Elle parlait aussi des êtres. De soi. De Takoda. D'elle. De cette fillette terrifiée qui avait jadis attendu la mort sous un arbre mort, et qui était devenue une jeune fille qui plantait des cèdres et rêvait de bâtir des ponts. Ce soir-là, au camp, il y eut une fête. Rien d'officiel, ni de cérémonial. Juste des proches, des amis, assis autour du feu, partageant des histoires, de la nourriture, et des chansons. Nokoni parla des visions qu'il avait eues ces derniers temps, des visions de paix, de collaboration, qui semblaient désormais un peu moins lointaines. Itzel apprit au plus petit une chanson nouvelle qu'elle avait composée, une mélodie joyeuse parlant d'arbres qui poussaient dans des endroits inattendus. Et Ayoka, installée entre Takoda et Morin, riait, écoutait, ajoutait ses propres récits à ceux des anciens. Elle n'était plus la petite étrangère muette qu'on avait accueillie des mois plus tôt. Elle était devenue Ayoka, celle qui apportait la joie, fille de Takoda, sœur de son peuple, citoyenne de deux mondes. Plus tard dans la nuit, lorsque les braises rougissaient à peine dans l'obscurité et que la plupart étaient retournés dans leur tipi, Takoda et Ayoka s'éloignèrent jusqu'aux abords du camp pour contempler les étoiles. « Tu regrettes de m'avoir trouvé » demanda-t-elle à voix basse.
Il tourna lentement la tête vers elle. Est-ce que toi, tu regrettes d'avoir survécu assez longtemps pour que je te trouve? Elle ne mit pas une seconde à répondre. Non. Pas une seule seconde. Alors tu as ta réponse. Ils restèrent ainsi, épaule contre épaule, père et fille regardant le ciel en silence, écoutant le souffle du camp derrière eux, le craquement discret des bois, et les chants lointains qui s'éteignaient. Demain viendrait avec ses épreuves, ses occasions de souffrir, mais aussi d'aimer. Il y aurait d'autres décisions à prendre, des ponts à construire, des blessures à panser. Mais cette nuit, ils étaient juste une famille. Une famille réunie contre toute attente. Deux êtres qui avaient trouvé l'un dans l'autre ce qu'ils n'avaient même pas su chercher. Et quelque part, dans la vallée, un petit cèdre allongeait ses racines dans la terre fraîche, juste à côté d'un arbre ancien qui, autrefois, semblait destiné à mourir seul. Mais parfois, la mort n'est pas une fin, elle est un espace laissé vide pour que quelque chose de nouveau et de merveilleux puisse naître.